Pourquoi certains réussissent et d'autres restent pauvres? Salut à toi. Aujourd'hui, je te dévoile les clés de l'un des livres les plus puissants jamais écrits sur la réussite et la richesse. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Tu vas découvrir comment des idées simples, quand elles sont maîtrisées, peuvent littéralement changer ta vie. Ce livre a aidé des milliers de personnes à passer de la simple pensée à la fortune concrète, et ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Alors, prépare-toi à plonger dans 15 chapitres essentiels qui te révèlent comment ton esprit est ta première vraie richesse, et comment tu peux l'utiliser pour créer la vie que tu veux. Je te garantis que si tu restes jusqu'à la fin, tu repartiras avec des outils concrets pour transformer tes rêves en réalité. Prêt? On commence tout de suite. Tout commence par une pensée. Chaque grande fortune, chaque invention, chaque empire industriel a d'abord pris racine dans l'esprit d'un homme ou d'une femme. Avant la machine, avant l'usine, avant la banque pleine d'or, il y a eu une idée. L'histoire d'Edwin C. Barnes l'illustre parfaitement. Barnes n'était pas un proche de Thomas Edison. Il n'avait pas de diplôme prestigieux, pas de capital, pas de réseau influx. Mais il possédait une chose qu'aucun manque matériel ne pouvait lui enlever, un désir brûlant et précis. Ce désir n'était pas un simple rêve vague. Il ne disait pas « J'aimerais un jour travailler avec Edison ». Non. Sa pensée était claire comme un ordre donné à l'univers. Je serai le partenaire de Thomas Edison. Sans argent pour payer le train, Barnes monta dans un wagon de marchandises et voyagea des centaines de kilomètres. Quand il arriva au laboratoire d'Edison, ses vêtements trahissaient sa pauvreté, mais ses yeux brillaient d'une certitude inébranlable. Edison, plus tard, raconta qu'il avait perçu, dans ce regard, quelque chose qu'il n'avait vu que rarement, la détermination d'un homme qui a déjà décidé de son destin. Barnes ne devint pas immédiatement partenaire. Il accepta un travail modeste dans les ateliers, balayant le sol, classant des pièces. Mais chaque jour, il se répétait mentalement « Je suis l'associé d'Edison ». Peu importait que le monde ne le voie pas encore ainsi, dans son esprit, c'était déjà une réalité. Des mois passèrent. Puis un jour, Edison lança une nouvelle invention et cherchait quelqu'un pour la vendre. Aucun de ses commerciaux habituels ne montra d'enthousiasme. Barnes saisit l'occasion. Il vendit l'appareil avec un tel succès qu'Edison le prit comme associé officiel. Le désir est le point de départ de toute réussite. Pas un souhait vague, pas une simple envie, mais une pulsion brûlante qui habite chaque fibre de ton être, qui t'empêche de dormir et qui te pousse à agir coûte que coûte. Il insiste, tant que ton désir reste tiède, la vie ne t'offrira que des résultats tièdes. Les hommes qui réussissent ne se contentent pas de dire « j'aimerais bien ». Ils déclarent « je le veux et je trouverai le moyen de l'obtenir ». Pour illustrer cette vérité, il raconte l'histoire de Samuel B.R. Darby et de son oncle, partis chercher de l'or. Ils creusèrent des semaines, trouvèrent une veine prometteuse, puis, après quelques mètres, le filon sembla disparaître. Découragés, ils abandonnèrent et vendirent leur matériel à un ferrailleur. Ce dernier fit venir un ingénieur minier qui calcula que l'or se trouvait à seulement 3 pieds du dernier coup de pioche. En 3 jours, le ferrailleur récolta une fortune. Morale: beaucoup d'hommes abandonnent à quelques pas du succès, faute d'un désir assez fort pour continuer. Il propose alors la formule exacte pour transformer un désir de richesse en réalité. 1. Décide du montant exact que tu veux. Pas beaucoup d'argent, mais un chiffre clair. 2. Fixe une date précise à laquelle tu l'auras obtenu. 3. Élabore un plan concret pour l'obtenir, même si tu n'es pas encore prêt à l'exécuter. 4. Rédige noir sur blanc la somme, la date et le plan. 5. Lis cette déclaration à voix haute 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de dormir. 6. Visualise-toi déjà en possession de cet argent. Ressens la joie et la certitude comme si c'était fait. Il prévient, cette discipline n'est pas un jeu. Il faut s'y livrer avec foi, avec l'intensité d'un homme qui brûle ses ponts derrière lui et refuse toute retraite. Comme le général qui, une fois ses troupes débarquées sur la rive ennemie, ordonne de brûler les bateaux. Il ne reste qu'une issue, avancer ou périr. Le désir ardent, entretenu jour après jour, finit par se graver dans ton subconscient. Et à ce moment-là, il devient une force vivante qui attire les moyens, les idées et les opportunités pour le réaliser.
La foi est l'élixir de la réussite. Elle ne se limite pas à la croyance religieuse. C'est une vibration mentale, une certitude intime qui habite ton esprit et refuse le doute. La foi est ce pont invisible entre l'idée et sa matérialisation. Il l'affirme, le subconscient agit sur ce que tu lui répètes avec conviction. Si tu imprimes en lui des images de réussite, il travaillera nuit et jour à les concrétiser. Si, au contraire, tu le nourris de peur, d'échecs et de doutes, il fera de ces ombres ta réalité. Et cette foi ne naît pas par hasard. Elle se cultive par l'autosuggestion, la répétition consciente de pensées choisies. Chaque fois que tu relis et répètes ta déclaration écrite, somme, date, plan, tu graves plus profondément cette image dans ton esprit. Petit à petit, les mots cessent d'être de simples sons et deviennent une certitude vivante. Il compare ce processus à l'affûtage d'une lame. Chaque répétition polit ton esprit, efface les doutes et renforce ta conviction. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu agiras comme si ton objectif était déjà accompli. Et c'est là que les circonstances commencent à s'aligner mystérieusement. Mais il y a une loi immuable. La foi et la peur ne peuvent pas cohabiter. L'une doit chasser l'autre. La peur ronge, paralyse, étouffe le désir. La foi, elle, libère, pousse à agir, attire l'aide et les ressources. Il invite donc à un entraînement quotidien. Remplacer chaque pensée négative par une affirmation positive, nourrir son esprit de lecture inspirante, fréquenter des personnes qui croient en toi, et surtout, persévérer dans la répétition de ton objectif jusqu'à ce qu'il devienne une obsession constructive. La foi n'est pas seulement une idée, c'est un état d'esprit. Et lorsque cet état devient permanent, il agit comme un aimant irrésistible qui attire vers toi les richesses visibles et invisibles. L'autosuggestion est la clé pour parler à ton subconscient. C'est l'outil par lequel tu prends volontairement le contrôle de ton esprit, en y plantant des images, des mots et des émotions choisies, jusqu'à ce qu'ils deviennent ta réalité intérieure. Il explique que ton subconscient ne juge pas, il accepte tout ce qu'on lui donne. Il est comme un sol fertile, il fera pousser des fleurs ou des mauvaises herbes selon ce que tu y sèmes. Si tu y plantes la peur, il te donnera des actions hésitantes et des résultats médiocres. Si tu y plantes un objectif clair, nourri de désir et de foi, il mettra en mouvement les forces nécessaires pour le réaliser. La méthode est simple, mais exigeante. Répète à voix haute ta déclaration de richesse, montant, date, plan, chaque matin et chaque soir. Pendant que tu la lis, visualise-toi déjà en possession de cet argent. Vois les images, ressens les émotions, goûte mentalement la satisfaction et la liberté qu'il t'apporte. Et imprègne ces mots d'émotions réelles. Plus ton sentiment est fort, plus le message pénètre profondément. Il insiste, l'autosuggestion ne fonctionne pas si tu la récites mécaniquement, comme une liste de courses. C'est l'émotion, le désir ardent et la foi qui donnent vie aux mots. Avec le temps, cette pratique transforme tes pensées dominantes. Elle se substitue naturellement aux doutes, aux peurs et aux habitudes négatives. Tes actions commencent alors à s'aligner sur tes objectifs, presque sans effort conscient. En somme, l'autosuggestion est la passerelle par laquelle ton esprit conscient programme ton subconscient. Et une fois que ce dernier est convaincu, il mobilise ton imagination, ton énergie, et attire les opportunités, comme si tout l'univers conspirait en ta faveur. La connaissance, en soi, ne vaut rien si elle reste inactive. Les bibliothèques regorgent de livres, les universités forment des milliers d'étudiants, mais seule une fraction de ce savoir se transforme en richesse. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'accumuler l'information, mais de l'organiser et de l'utiliser dans un but précis. Il insiste. Tu peux connaître tout ce qu'il y a dans les encyclopédies et mourir pauvre. Si tu n'as pas appris à transformer cette connaissance en action productive. La richesse ne récompense pas celui qui sait beaucoup, mais celui qui sait comment appliquer ce qu'il sait, ou qui sait s'entourer de ceux qui possèdent les connaissances nécessaires. C'est là qu'intervient l'histoire d'Henry Ford. On l'accusait de manquer d'instruction. Un jour, un journal le traita publiquement d'ignorant. Ford porta plainte et lors du procès, les avocats adverses tentèrent de le ridiculiser en lui posant des questions de culture générale. Ford écouta calmement, puis répondit. « Si je veux une réponse à ces questions, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton dans mon bureau et faire venir l'un de mes hommes qui connaît la réponse exacte. » Il expliqua qu'il n'avait pas besoin de retenir des faits inutiles. Son rôle n'était pas de tout savoir, mais de savoir où trouver la bonne information au bon moment et qu'il exécutait. Il en tire une leçon capitale. Et tu peux créer une fortune même si tu ne possèdes pas toi-même toute la connaissance.
Et ton succès dépendra de ta capacité à identifier le savoir dont tu as besoin, à l'organiser, et à te l'approprier par tes propres efforts ou par l'alliance avec des personnes compétentes. La connaissance spécialisée est la matière première. Ton plan et ton action sont les outils qui la transforment en richesse. Sans direction, le savoir est comme l'électricité sans ampoule. Il a le potentiel, mais aucune lumière ne jaillit. L'imagination est l'atelier où naissent toutes les richesses. C'est dans ce lieu invisible que tes désirs se transforment en idées, et que tes idées deviennent des plans concrets. Tout ce qui existe aujourd'hui, du gratte-ciel à la machine la plus complexe, a d'abord pris forme dans l'esprit de quelqu'un avant de se matérialiser dans le monde. Il distingue deux formes d'imagination. 1. L'imagination synthétique. Elle consiste à réorganiser, combiner ou adapter des concepts, des plans ou des savoirs déjà existants. C'est ainsi que de nombreuses inventions sont nées, non pas d'une idée entièrement nouvelle, mais d'une amélioration ou d'une combinaison de ce qui existe déjà. 2. L'imagination créatrice. Elle est la porte d'entrée des idées entièrement nouvelles, qui surgissent souvent par intuition, inspiration ou éclair de génie. Il explique que cette forme d'imagination se manifeste le plus souvent lorsque l'esprit est stimulé par un désir intense, une émotion forte, ou lorsqu'il est détendu et réceptif. L'auteur insiste, l'imagination n'est pas un don réservé à quelques artistes ou inventeurs. C'est une faculté que tout le monde possède, mais que peu utilisent consciemment. Comme un muscle, elle se développe par l'usage. Plus tu l'emploies pour créer des plans précis en vue de réaliser ton objectif, plus elle devient vive et féconde. Les hommes les plus riches et influents sont ceux qui ont su marier ces deux formes d'imagination. Ils utilisent la synthétique pour exploiter ce qui existe déjà, et la créatrice pour ouvrir des voies nouvelles. Ils rappellent que chaque grande entreprise est née dans l'imagination de quelqu'un qui a eu le courage de transformer son idée en action. Les pensées, bien dirigées, sont de véritables forces invisibles qui façonnent la réalité matérielle. En somme, ton atelier est toujours ouvert. La question est, qui fabriques-tu ? Un désir sans plan est comme un navire sans gouvernail. Il peut flotter, mais il ne va nulle part. Il affirme que toute réussite durable repose sur un plan précis, soutenu par une action continue. Il met en garde. Un plan imparfait exécuté avec détermination vaut mieux qu'un plan parfait qui reste sur le papier. Les circonstances changent, les obstacles surgissent, et un plan peut et doit être ajusté en cours de route. Mais il faut un point de départ, une carte qui indique la direction. Pour bâtir ce plan, il recommande une méthode puissante, le mastermind. C'est l'alliance de plusieurs esprits travaillant en parfaite harmonie vers un objectif commun. Cette coopération crée une sorte de force invisible, une intelligence collective qui dépasse la somme des compétences individuelles. Le processus. 1. Choisis soigneusement tes partenaires, des personnes compétentes, motivées et loyales. 2. Réunissez-vous régulièrement pour analyser les progrès, affiner les stratégies, trouver des solutions. 3. Restez flexible. Modifiez vos plans dès qu'une meilleure approche se présente. Il insiste. La plupart des fortunes se sont construites grâce à ce type de coopération organisée. Travailler seul limite ta vision et ton efficacité. Travailler avec un mastermind multiplie tes chances de succès. Il avertit aussi contre l'erreur la plus fréquente, abandonner son plan au premier revers. Les échecs temporaires sont inévitables, et souvent même nécessaires pour corriger la trajectoire. Ce sont les leçons qui te rapprochent de la formule gagnante. En résumé, un désir ardent devient puissance créatrice quand il est canalisé par un plan solide, soutenu par des alliés de confiance, et exécuté avec une persistance inébranlable. L'indécision est l'ennemi silencieux de la réussite. Elle se déguise en prudence, en attente du bon moment, mais en réalité, elle paralyse et laisse passer les occasions. Il est catégorique. Les hommes qui réussissent prennent leurs décisions rapidement et les modifient lentement, seulement lorsque c'est nécessaire. Les personnes qui échouent font souvent l'inverse. Elles hésitent longtemps avant d'agir, puis changent de cap au moindre obstacle ou à la moindre critique. Cette instabilité détruit la confiance en soi et la crédibilité auprès des autres. Il observe que la capacité à décider fermement vient d'un objectif clair et d'un désir brûlant. Quand tu sais exactement ce que tu veux, la décision devient naturelle. À l'inverse, un esprit flou hésite éternellement, craignant de se tromper. Il condamne aussi la procrastination, ce poison lent qui s'installe sous prétexte de réflexion. Trop attendre, c'est souvent perdre la chance qui ne repassera pas.
Les grands leaders savent que la perfection n'existe pas. Il vaut mieux avancer avec une décision imparfaite que rester immobile dans la quête d'un plan parfait. Un autre piège, se laisser influencer par l'opinion des autres. Il prévient que ceux qui se préoccupent excessivement de ce que pensent leurs proches ou leurs collègues finissent rarement riches. La décision est un acte personnel, et celui qui veut réussir doit apprendre à la prendre seul, en assumant ses choix. En clair, la décision est un muscle. Plus tu l'exerces rapidement et avec conviction, plus il devient fort. Et chaque décision ferme te rapproche de ton objectif. La persistance est le ciment qui lie toutes les autres qualités de la réussite. Sans elle, même le désir le plus ardent s'éteint, la foi se fragilise, et les plans les plus brillants tombent à l'abandon. Il est clair, aucun grand succès n'a jamais été obtenu sans persistance. La persistance, c'est continuer après que l'enthousiasme initial s'est dissipé. C'est agir malgré la fatigue, malgré les critiques, malgré les résultats qui tardent. C'est cette force invisible qui transforme une volonté en réalité tangible. Il explique que la persistance repose sur plusieurs piliers. Et un désir brûlant qui ne laisse aucune place au doute. Et une foi inébranlable en ta capacité à réussir. Et des plans précis qui servent de boussole, même dans la tempête. Et une habitude de travail constante qui rend l'effort aussi naturel que respirer. Il illustre cette vérité avec l'histoire d'hommes et de femmes qui, refusant d'abandonner, ont franchi des obstacles que la plupart auraient jugés insurmontables. La différence entre eux et les autres, ils ont tenu un peu plus longtemps que ceux qui ont renoncé. Il met aussi en garde, la persistance n'est pas de l'entêtement aveugle. Il faut savoir ajuster ses plans si la méthode ne fonctionne pas, tout en maintenant le cap vers l'objectif final. Enfin, il insiste sur un fait psychologique. La persistance se renforce par l'habitude. Plus tu t'entraînes à continuer malgré les résistances, plus cela devient une seconde nature. Et quand la persistance est devenue une partie de toi, l'échec n'est plus qu'un détour temporaire, jamais une fin. En résumé, la persistance est ce souffle intérieur qui te pousse à avancer quand tout semble dire d'arrêter. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent, et que quelques-uns deviennent riches. Personne ne réussit seul. Il affirme que l'union de plusieurs esprits, travaillant en parfaite harmonie vers un même but, crée une force bien supérieure à la somme de leurs talents individuels. Cette force, il l'appelle le pouvoir du mastermind. Imagine plusieurs courants électriques réunis dans un même câble. Ensemble, ils produisent une puissance capable d'alimenter une ville entière. De même, un groupe de personnes partageant vision, enthousiasme et connaissance produit une énergie créatrice qui dépasse largement ce que chacun pourrait accomplir isolément. Il insiste sur la nécessité de choisir ses alliés avec soin, loyaux, compétents, enthousiastes et alignés avec ton objectif. Ce cercle intime devient un incubateur d'idées, un système de soutien, un catalyseur d'opportunités. Ce mastermind fonctionne aussi sur un plan invisible. La synergie mentale crée un échange d'énergie et d'idées qui stimule l'intuition et l'imagination de chacun. C'est une sorte de champ magnétique où les idées circulent et se renforcent mutuellement. Il raconte que beaucoup des plus grands succès de l'histoire ont été le fruit de ces alliances stratégiques. Sans cette collaboration, leurs projets auraient eu moins de force et d'ampleur. En résumé, construire et entretenir un groupe mastermind, c'est multiplier ses ressources, accélérer ses progrès et bénéficier d'un soutien indéfectible. C'est la clé pour transformer une idée solitaire en une entreprise prospère. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes que possède l'homme. Il révèle qu'au-delà de son rôle biologique, cette énergie peut être transmutée, c'est-à-dire redirigée vers des activités créatrices, intellectuelles et spirituelles qui alimentent la réussite. Au lieu d'être gaspillée ou dissipée, cette force peut devenir un carburant exceptionnel pour l'imagination, la persévérance, la concentration et même le génie. Il explique que les plus grands hommes d'affaires, artistes, inventeurs et leaders ont su canaliser cette énergie vitale pour booster leur créativité et leur capacité à agir. C'est une source de dynamisme intérieur, un moteur puissant qui agit à un niveau inconscient, renforçant la motivation et la force mentale. Cette transmutation ne signifie pas répression, mais transformation consciente. Et remplacer l'instinct sexuel immédiat par une énergie dirigée vers la réalisation de buts nobles. Et utiliser cette vibration intense pour stimuler la pensée et la volonté. Et convertir le désir physique en passion pour la réussite. Il invite donc à comprendre cette puissance intérieure et à la maîtriser, car c'est une clé méconnue, mais essentielle,
pour libérer le potentiel créateur qui sommeille en chacun. En somme, quand cette énergie est canalisée avec sagesse, elle transforme un simple désir en une force irrésistible qui propulse vers le succès. Le subconscient est la porte d'accès vers une puissance illimitée. Il agit comme un lien mystérieux entre ton esprit conscient et ce qu'il appelle l'infini, une source inépuisable d'idées, d'opportunités et d'énergie. Imagine ton subconscient comme un jardin fertile. Ce que tu y sèmes, tes pensées dominantes, poussera et se manifestera dans ta réalité. Mais attention, il ne fait aucune distinction entre ce qui est bon ou mauvais, positif ou négatif. Il ne juge pas, il exécute simplement ce qu'on lui demande. Ainsi, si tu plantes des graines de peur, de doute ou de négativité, tu récolteras des actions et des résultats qui reflètent ces sentiments. Mais si tu plantes des graines de foi, de désir ardent et de confiance, le jardin fleurira en succès et en richesse. Il explique que la clé est de nourrir le subconscient avec des pensées précises, répétées avec émotion, par l'autosuggestion. C'est ce processus qui transforme une idée abstraite en une force vivante, prête à attirer les ressources nécessaires. Le subconscient travaille continuellement, même pendant le sommeil. C'est pourquoi les affirmations répétées matin et soir sont si puissantes. Elles programment ton esprit profond, qui agit en coulisses pour orienter tes actions et attirer les opportunités. En résumé, cultive ton jardin mental avec soin, car ce que tu y mets se manifestera tôt ou tard. Le subconscient est un serviteur fidèle, il attend tes ordres, prêt à les réaliser. Le cerveau est bien plus qu'un simple organe, c'est une station émettrice et réceptrice de pensée. Il explique que notre esprit ne se limite pas à une activité interne, isolée du monde extérieur. Au contraire, il communique constamment avec les autres esprits et l'univers à travers des vibrations mentales. Les émotions fortes comme la passion, la foi ou le désir ardent amplifient ces signaux, leur donnant plus de puissance et de portée. C'est pourquoi il insiste sur l'importance de maîtriser ces sentiments. Ils sont le carburant qui propulse tes pensées vers l'extérieur. Dans ce contexte, le groupe Mastermind prend tout son sens. En réunissant plusieurs cerveaux focalisés sur un même but, on crée un réseau amplificateur d'énergie mentale, capable d'attirer des idées nouvelles, des conseils, des solutions et des opportunités inattendues. La concentration est également essentielle. Un esprit dispersé émet des signaux faibles et confus, alors qu'un esprit concentré envoie un message clair et puissant qui se propage loin. Il invite donc à cultiver la maîtrise de soi, à entretenir des émotions positives et à s'entourer de partenaires qui partagent la même énergie. Ainsi, ton cerveau devient un aimant puissant qui attire vers toi les ressources nécessaires à ta réussite. En résumé, ton cerveau est une antenne puissante. Soigne ta fréquence en contrôlant tes pensées et émotions, et tu capteras les idées et opportunités qui te propulseront vers le succès. Le sixième sens est la porte du temple de la sagesse. Il décrit ce sens comme une faculté mystérieuse, une sorte d'intuition profonde qui ne peut s'acquérir que lorsque les autres principes, désir, foi, autosuggestion, imagination, persistance, etc. sont solidement maîtrisés. Il ne s'agit pas d'un don réservé à quelques élus, mais d'une capacité qui se développe chez ceux qui travaillent à éveiller et harmoniser leur esprit. Ce sixième sens intervient comme une lumière soudaine, une inspiration immédiate qui révèle la bonne décision, la meilleure solution ou l'opportunité cachée. Il compare cette intuition à une voix intérieure qui guide les grands leaders, entrepreneurs et innovateurs dans des moments cruciaux. Elle dépasse la logique, elle transcende l'analyse rationnelle, et pourtant elle est souvent la clé du succès. Cette perception subtile est la synthèse des expériences accumulées, de la connaissance et des émotions harmonisées dans un état d'esprit clair et confiant. Elle est le fruit d'une connexion profonde avec ton subconscient et avec les forces invisibles de l'univers. Il avertit cependant, ce sixième sens ne peut s'éveiller que chez ceux qui ont déjà parcouru le chemin de la maîtrise mentale. Pour les autres, il reste un mystère insaisissable. En résumé, le sixième sens est cette étincelle de sagesse intérieure, cette guidance subtile qui éclaire le chemin vers la réussite quand toutes les autres forces sont alignées. La peur est l'ennemi invisible qui sabote toutes tes chances de succès. Il conclut son œuvre en dénonçant 6 peurs fondamentales qui hantent l'esprit humain et paralysent l'action. 1. La peur de la pauvreté. 2. La peur de la critique. 3. La peur de la maladie. 4. La peur de perdre l'amour d'autrui. 5. La peur de la vieillesse. 6. La peur de la mort. Ces fantômes terrifiants rôdent sans relâche, envahissant tes pensées, engourdissant ta volonté,
t'empêchant de te lancer pleinement vers tes objectifs. Il insiste, la seule façon de les vaincre est par la foi profonde, l'action courageuse et la maîtrise rigoureuse de soi-même. La foi chasse la peur, car où la foi grandit, la peur recule. L'action, même petite, dissipe l'immobilisme que la peur impose. Et la maîtrise de soi, c'est apprendre à contrôler ses pensées, refuser les idées négatives et choisir délibérément la confiance et l'optimisme. Il exhorte à identifier ses peurs quand elles surgissent, à les nommer, à les affronter consciemment. Le simple fait de les reconnaître les affaiblit. En somme, ta liberté et ta richesse sont impossibles tant que ces fantômes restent maîtres de ton esprit. Les chasser est un combat quotidien, mais c'est la clé pour libérer ton potentiel véritable. Merci d'avoir suivi cette plongée dans Réfléchissez et devenez riche. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de liker pour me le montrer, de t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, et surtout, active la cloche pour être averti dès la sortie d'un nouveau contenu. Avant de partir, voici un conseil précieux de Napoléon Hill. Le désir brûlant, nourri chaque jour par la foi et la persistance, est la force qui transforme les rêves en réalité. Alors, cultive ce feu intérieur, ne lâche jamais prise, et souviens-toi, ta richesse commence dans ta tête. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de clés pour réussir.